Nous allons commencer notre première session, première plénière, première table ronde consacrée au mécénat et à la recherche autour de l'argent et le temps. Effectivement, ce sont deux facteurs très importants. J'invite à nous rejoindre sur scène professeur Marc Fontecave, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques, membre de l'Académie des sciences, et Monsieur le ministre Xavier Darcos, président de la Fondation Sanofi Espoir, et membre de l'Institut de France, l'Académie française en l'occurrence. Alors, concilier le mécénat, la recherche, le temps et l'argent, pas facile, c'est pourtant effectivement l'équation à résoudre, et peut-être de manière, je dirais, de plus en plus pressante comme le temps. Finalement, les mécènes demandent de plus en plus d'impact de leur engagement. Le mécène et les chercheurs sont deux stratèges qui, in fine, se retrouvent et se donner le temps d'explorer pour innover. C'est un duo gagnant. Professeur Fontecave, est-ce que vous pouvez, je dirais, introduire cette table ronde en revenant sur cette problématique, justement, cette, pas dualité, mais complémentarité entre le temps et l'argent pour le chercheur? Oui, merci. Je vais effectivement dire quelques mots en espérant que ces mots vont entraîner cette table ronde. Effectivement, la question du temps, celle du temps long, très long de la recherche est intéressante et c'est bien que nous ayons l'occasion aujourd'hui, avec ce forum, d'en discuter. J'en profite pour dire que... remercier Amical d'avoir organisé cette réunion, parce que François Debiès a parlé de rassemblement. Effectivement, aujourd'hui, ce rassemblement entre cette institution, le Collège de France, les professeurs du Collège de France, et puis des acteurs de la société, c'est pas si fréquent, et donc c'est une opportunité intéressante. Oui, enfin, dans un moment où tout va plus vite, où le politique est sommé de résoudre tous les problèmes, emploi, Europe, sécurité, quelques mois après avoir été élu, où le citoyen se fait croire que les grands enjeux de la planète, climat, environnement, énergie, peuvent être traités en quelques années, où l'actionnaire demande à son entreprise un retour financier immédiat. On se dit qu'il n'y a pas de place dans ce monde qui va si vite pour le chercheur, l'innovateur, qui a besoin de temps. Et là, il y a quelque chose de très important, parce que s'il n'y a pas de place dans une société qui va trop vite pour le chercheur et l'innovateur, il n'y a pas de futur. Et le temps de la recherche, ce n'est pas et ça ne sera jamais celui du politique, de l'actionnaire ou du citoyen. Prenons quelques exemples. Enfin, prenons l'exemple des prix Nobel. Il s'avère qu'Alain l'a évoqué. Je pense au prix Nobel de Jean-Pierre Sauvage l'an dernier, le prix Nobel de chimie. Mais regardez les prix Nobel qui ont été annoncés hier, avant-hier, lundi. Vous observez que ce sont des dizaines et des dizaines d'années de travail de recherche, 30 ans, 40 ans, pour que ces recherches aboutissent à des découvertes réelles, et puis plus tard à des applications. Donc, est-ce que la société, dans son ensemble, sera capable d'intégrer cette réalité incontournable? Ça, pour moi, c'est une des grandes questions aujourd'hui de cette association entre société et recherche. Alors, évidemment, l'intervention de l'État, budget de la recherche, budget de l'enseignement supérieur, crédit impôt recherche, programme investissement d'avenir, c'est l'expression en effet de l'intérêt que porte la société à cette question. Mais en même temps, Alain l'a dit très clairement, on est dans une situation critique, on connaît les contraintes budgétaires publiques et la solution n'est pas que là. Alors, en tant que président d'une fondation, la fondation du Collège de France, parce que effectivement vous avez évoqué que j'étais professeur au Collège de France, mais ma place ici est importante. Enfin, cet aspect-là est important, bien sûr. En tant que président de la fondation du Collège de France, je crois véritablement que le mécénat, alors je parle bien de mécénat et pas de partenariat, parce que là il faut faire attention dans ce dont on parle, c'est pas tout à fait la même chose. On va y revenir d'ailleurs, oui. Parce que mécénat évidemment d'entreprise ou mécénat individuel, et bien que ce mécénat, c'est une des réponses modernes. C'est pas la seule, mais c'est une des réponses modernes à
cette question. Alors pourquoi? Je vais finir là-dessus. Pourquoi? Alors, d'abord parce que le mécénat libère le chercheur de cette recherche permanente, fastidieuse, incertaine de moyens. Financement humain et ressources humaines et ressources financières. Parce qu'elle permet aux chercheurs aussi de mobiliser assez rapidement des fonds, parce qu'elle permet aux chercheurs de le faire sur le long terme, parce que ces fonds ne sont pas totalement ciblés, ils sont pour une partie libres d'emploi. Tout ça, c'est des aspects pratiques, mais je dirais que peut-être plus que tout, parce que le mécénat, au fond, exprime quelque chose qui est très très fort. Il exprime cette reconnaissance explicite par les acteurs sociaux actifs de la valeur de la recherche, de la valeur de l'innovation, de la valeur des institutions et des hommes qui les portent pour le développement de la société. Et au fond, ce mécénat exprime aussi une confiance dans le chercheur, dans l'homme, pour comprendre le monde d'aujourd'hui et pour construire, inventer celui de demain. Donc pour toutes ces raisons, en légitimant aussi fortement ce travail créateur un peu particulier qui est celui de la recherche, qui n'est pas toujours bien compris, je crois que le mécénat est un outil unique pour donner ce temps long et cette liberté dont dépendent si fortement les succès de la recherche. Voilà en quelques mots. Merci Marc Fontcave. Alors Xavier Darcos, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Je le disais donc, président de la Fondation Sanofi Espoir et académicien. L'immortel, par définition, c'est ce qu'est le temps long. Est-ce que vous partagez les propos de Marc Fontcave? Oui, tout à fait. En fait, la question pourrait paraître paradoxale parce que très souvent, ce que l'on attend des mécènes, c'est des réponses à des urgences. Et la Fondation Sanofi Espoir, elle a un grand compartiment de son activité qui relève de l'urgence, de la réponse immédiate à des difficultés énormes. Et l'actualité montre à quel point cette urgence finit même par occulter les problèmes que vient d'évoquer M. Fontcave et sur lesquels je reviendrai. Nous sommes de plus en plus confrontés à des appels immédiats liés à des catastrophes climatologiques, aux problèmes des migrants, que sais-je. Bon. Et donc, toutes les fondations et beaucoup de mécènes sont sollicités d'une manière très brutale, très directe, pour répondre tout de suite, immédiatement. Et comme tout le monde l'a déjà dit, monsieur l'administrateur Prochamp le dit tout à l'heure aussi, et monsieur le professeur Fontcave aussi vient de le dire, l'État ne peut pas tout faire. Eh bien, on se tourne évidemment vers des ONG, vers des associations, des organismes, des mécénats ou des partenariats de toute nature, à qui on dit tout de suite, immédiatement, répondez aux besoins qui sont exprimés. Alors, il faut le rappeler, d'autant que je préside une fondation à caractère médical et qu'évidemment, cet aspect des choses est quand même très, très obsédant pour nous. Et puis le deuxième point, alors je reviendrai sur ce que disait le professeur Fontcave tout à l'heure, qui est absolument évident, c'est que la conscience publique, elle est toujours dans une souffrance face à la dyschronie entre la décision et le résultat. Alors c'est très frappant pour le politique, évidemment, j'en sais quelque chose, ayant même exercé quelques fonctions, où on considère que dès qu'on arrive, il faut que tout se fasse, etc. Bon. Et le temps politique est un temps trop long par rapport à l'attente et par rapport aussi au rythme des élections. Donc on est en face de deux difficultés, c'est que, un, la réalité demande de répondre à l'urgence, et deux, l'opinion doit être formée à la conscience que le mécénat de long terme est sans doute essentiel tout de même. Donc c'est là que se situent les deux grandes difficultés. On a dit tout à l'heure qu'évidemment les savants, les chercheurs, les intellectuels de toute nature ont besoin de temps pour produire des brevets, pour affiner leurs recherches, pour être au calme, pour exercer une activité intellectuelle. C'est vrai aussi des artistes. Les résidences d'artistes, par exemple, sont absolument indispensables. Or, j'ai éprouvé dans une autre de mes fonctions, lorsque j'étais président de l'Institut français, c'est-à-dire du réseau des instituts français dans le monde, où nous avons, M. Debier s'en souvient, sollicité l'aide amicale, il était relativement facile d'obtenir des aides ou des partenariats sur des manifestations de très grande visibilité,
les saisons croisées entre deux pays, la célébration des relations diplomatiques entre la France et la Chine, des événements majeurs. Aucune difficulté. En revanche, trouver des moyens d'aider à financer sur le long terme le réseau des instituts français dans le monde, des installations d'artistes dans le monde, des cours de français sur le long terme, très difficile, presque impossible. Parce que le retour sur investissement est de très faible visibilité. Donc ce que je veux dire, c'est que le problème, il est évident, évidemment, dans les sciences, parce qu'il faut du temps pour des brevets et pour trouver. Mais il est général. Il se trouve aussi dans d'autres secteurs beaucoup plus modestes, beaucoup plus discrets du mécénat, qui est l'opposition entre je finance et je veux être vu, et je finance et celui que je finance a besoin de temps. Alors, il y a l'action des deux côtés, effectivement, à la fois du côté du mécène et du côté du chercheur. Marc Fontcalfe, chercher de l'argent pour un chercheur, c'est du temps en moins pour la recherche, quelque part. Donc ça, si on peut tous faire avancer le schmilblick, je dirais, ce serait bien. Justement, vous parliez de nouveaux outils. Chercher de nouveaux outils, qu'est-ce que vous entendez par là? Il faut transformer le système tel qu'il existe aujourd'hui, et si oui, sur quel plan? Économique, fiscal Prenez le micro. Le chercheur français, aussi bien le senior que le junior, c'est encore pire d'ailleurs pour le junior, passe en effet un temps fou à chercher des financements pour sa recherche. Tout ce temps-là est perdu, en effet, pour son travail de création. C'est votre rôle notamment, d'ailleurs, en tant que président de la Fondation, en plus du reste. Bien sûr, mais le système est construit de telle sorte que vous avez une multitude de... Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail de la cuisine de financement de la recherche en France, mais elle est très complexe. D'ailleurs, ça rend très difficile l'arrivée d'étrangers dans le système, parce que pour comprendre le système français, c'est très, très compliqué. Donc vous avez une multitude de guichets, et donc les chercheurs sont consommés de façon terrible par le temps qu'ils passent à ça. Mais alors, cette usine à gaz, pardonnez-moi, cette usine à gaz que vous dénoncez, voilà, c'est au moins déjà un chantier de travail. Oui, alors comment peut-on avancer, sans entrer dans les détails de la cuisine, comme vous dites? Les chercheurs ont des idées là-dessus, les politiques en ont aussi. Il y a des réformes qui se mettent en place parfois dans le bon sens, parfois ça ne va pas dans le bon sens, mais enfin tout ça c'est un travail de l'État. À côté, en effet, c'est parce qu'il y a cette difficulté-là, par exemple spécifiquement en France, que, en effet, nous fondons de grands espoirs sur cette pratique du mécénat, qui est relativement récente pour la recherche et qui est encore assez peu développée, parce que quand on regarde les enquêtes, je ne sais pas, peut-être nous aurons quelques informations sur comment les Français considèrent le mécénat, quelles sont les différentes destinations du mécénat, mais on s'aperçoit aujourd'hui que la culture, l'environnement, le social sont en première place. La recherche est encore très loin. Mais nous, chercheurs, nous disons que là, nous avons un outil de simplification pour accéder à des financements. Du côté du public, il y a des réformes qui doivent être qui doivent être mises en place pour simplifier la vie des chercheurs. On est encore très loin du compte. Vous n'êtes pas en train de nous dire quand même que l'argent tue la recherche, parce que quand on recherche l'argent, on cherche moins, je dirais, on n'est pas encore dans cette réflexion. Si, je dis ça. Je dis que si le système devient trop compliqué, le temps passé à trouver les conditions de son travail est contre-productif. C'est paradoxal finalement, non, Monsieur le ministre? En tous les cas, ce que l'on voit, c'est que ce sont organisés à côté maintenant des chercheurs eux-mêmes ou des organismes qui cherchent des financements, des structures qui concourent à trouver ces financements. Il y a des intermédiaires. Il y a des fondations qui se sont spécialisées dans l'aide à la recherche, je pense à la Fondation Bettencourt, par exemple, des choses comme ça, qui donnent des moyens importants, qui donnent des bourses très importantes. Il est impossible au chercheur lui-même... Ou la Fondation... Voilà. Donc, il est impossible aux chercheurs eux-mêmes de monter ces dossiers, et donc il faut des fédérations, des structures autour qui le permettent, et comme vient de dire M. Fontcalfe, c'est le cas de la Fondation du Collège de France. Donc je ne pense pas qu'il faille poser la question en disant est-ce que le chercheur qui cherche de l'argent n'a plus le temps de chercher? Je crois qu'il faut que le chercheur qui cherche de l'argent délègue à des médiateurs dont c'est le métier désormais, d'aller chercher des moyens importants. Mais ça, il va falloir financer aussi ces médiateurs.
Est-ce que c'est la place du oui, pouvoir ça public, ne paraît pas anormal qu'on passe par des intermédiaires, des lobbying, appelez ça comme on voudra, mais qui savent préparer des dossiers, qui savent les monter, qui savent les exploiter, qui savent aller chercher les bons financeurs. C'est assez compliqué à faire. Ceci est vrai en partie. Prenons le cas de ce grand mécanisme qui est un vrai progrès qu'a mis en place l'Europe. Je pense aux bourses dites ERC, European Research Council, qui sont, que vous connaissez sans doute, qui effectivement financent l'excellence à un très haut niveau et avec des sommes tout à fait considérables. En effet, l'ensemble des institutions sérieuses ont mis en place des structures pour aider les chercheurs à être compétitifs sur ces mécanismes-là. Le CNRS, l'INSERM, même le Collège de France a un bureau qui s'occupe de ces choses. Donc oui, tout ça va ensemble. Xavier Darcos, vous parliez de lobbying, vous avez prononcé le terme tout à l'heure. Non, mais c'est important parce que c'est au cœur du débat. Je disais donc la fondation Sanofi Espoir. Sanofi, c'est aussi un industriel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas parfois un risque de mélange des genres? Et c'est la problématique que posait le professeur Fontcave tout à l'heure sur les limites, en fait, entre le mécénat et le partenariat. Quelle est votre conception chez Sanofi de cette question? Sanofi, c'est un immense outil industriel pharmaceutique et qui a ses propres laboratoires de recherche, qui subventionne des savants, qui finance des laboratoires de toute nature pour trouver de nouveaux brevets, comme toute l'industrie du médicament. Moi, je n'ai aucune compétence dans ce secteur-là. Et enfin, évidemment, ça compte énormément. La recherche et le développement dans toutes les industries de ce type occupent une place considérable. Et ce qui explique d'ailleurs aussi le coût du médicament, d'ailleurs. La fondation, elle, est totalement indépendante des activités industrielles de Sanofi et elle s'occupe essentiellement de questions qui relèvent du moyen terme, disons. Formation de sages-femmes, amélioration de la santé néonatale, organisation de services pour lutter contre le cancer des enfants dans les pays pauvres. Donc nous ne sommes pas tout à fait dans l'urgence, nous pouvons l'être aussi. Nous travaillons sur le moyen terme. Donc nous ne rentrons pas complètement dans la problématique que nous évoquons aujourd'hui. Il n'y a pas de mélange des genres, c'est ce que vous voulez dire? Non, je ne crois qu'il n'y a aucun mélange des genres. La fondation est totalement indépendante. On n'est pas dans les mêmes locaux que Sanofi même. C'est une fondation d'entreprise qui mobilise évidemment des salariés, qui aide des opérations conduites par des salariés dans le monde entier, qui vient en soutien à des initiatives de toute nature dans le domaine de l'humanitaire ou dans le domaine de la santé, mais qui ne se préoccupe nullement de ce qui se passe à l'intérieur même des activités industrielles ou de recherche de Sanofi. Marc Fontcave. Oui, quelques mots là-dessus. Vous évoquez, non pas sur la question de lobby et de conflit d'intérêts, etc., on peut en parler, mais ce n'est pas ça le sujet. C'est sur cette dialectique partenariat mécénat. Pour moi, elle est assez importante parce que les deux mécanismes peuvent fonctionner, mais il faut savoir de quoi on parle exactement. Les laboratoires, enfin, nous, par expérience ici au Collège de France, parce qu'il y a des laboratoires de physique, de biologie, de chimie, et même dans les sciences humaines et sociales, des laboratoires qui peuvent avoir des contacts avec des entreprises. La question se pose toujours de savoir si la relation est d'ordre partenarial ou si c'est du mécénat. Le partenariat, enfin mon labo, moi j'ai des partenaires industriels, j'ai des projets très précis avec des partenaires industriels. Mais avec qui vous travaillez sur des projets très précis, avec des contrats, des conventions qui règlent les problèmes de la propriété intellectuelle, enfin des choses classiques. Il y a un cahier des charges à chaque fois, qui verrouille tout. D'accord. Alors, donc ça fonctionne. En tant que président d'une fondation, pour être clair et précis, c'est pas ça qui m'intéresse. Même si, par notre action, nous pouvons à un moment donné mettre en contact pour un partenariat une entreprise avec un de nos laboratoires. Mais l'autre aspect, c'est le mécénat. Et derrière, c'est-à-dire que ce qu'une institution comme le Collège de France et comme toute institution de cet ordre-là recherche, c'est aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont des fonds d'une certaine façon pas trop ciblés, assez libres d'emploi pour permettre une politique assez libre de l'institution. Ça a d'énormes avantages, vous l'imaginez. Évidemment, l'institution doit rendre compte aux mécènes de ce qu'il en fait, bien sûr, c'est évident. Mais cette question de liberté est très importante.
Est-ce que le schéma français est différent? Parce que vous avez fait un benchmark, pardon, un comparatif au niveau international, probablement. Est-ce que le système est plus, je dirais, plus facile à mettre en place en France qu'il ne peut l'être à l'étranger? Est-ce que vous avez des contacts à l'étranger avec d'autres, avec des, je ne vais pas dire des partenaires, mais des possibilités de Vous parlez mécénat? de comparaison en termes sur le système en tant que tel, l'encadrement législatif et autres, ou le mélange des genres dont on parlait avec les industriels. Non, je ne peux pas répondre à votre question. Je ne suis pas assez, peut-être d'autres personnes pourraient intervenir là-dessus. Je ne suis pas assez compétent. Je dirais que cette question, elle est générale, elle est normale, dès lors que c'est du mécénat. Quand c'est du mécénat individuel, c'est différent. Quand c'est du mécénat d'entreprise, la question est de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du partenariat, qu'est-ce qui est de l'ordre du mécénat. C'est intéressant comme discussion, parce qu'évidemment, ce qui est partenariat prouve qu'on a des vrais sujets d'intérêt commun. Ce qui est du mécénat, c'est un autre message. Ce sont les valeurs portées par l'institution, par les laboratoires qui intéressent l'entreprise et qui poussent à être associés à cette institution pour d'autres raisons que simplement le sujet très précis qui peut être traité. Xavier Darcos, sur ce point. C'est vrai que la situation française est un peu particulière, par exemple, par rapport aux États-Unis, où lorsqu'on parlait des prix Nobel, tout à l'heure, monsieur l'administrateur Prochant s'évoquait tous ces grands cerveaux qui sont venus d'Europe centrale et qui se sont installés aux États-Unis et qui fournissent aujourd'hui des pelletés de prix Nobel. Ils sont dans des universités, dans des centres de recherche, dont le financement, pour parler, n'est pas public. Ce sont des très grandes fondations, ce sont des organismes qui touchent des subventions de toute nature ou des aides de toute nature de la part d'investisseurs privés, au fond. Donc, on peut difficilement comparer avec le système français qu'il faut défendre, où l'intervention de l'État reste importante, où le pilotage de l'État reste souhaitable, et où, par ailleurs, des fondations viennent concourir. Mais ça complique aussi les choses. Je pense que c'est ce que laissait entendre M. Fontcap. C'est vrai que ça complique les choses. Parce qu'il faut à la fois être sans arrêt dans un cadre institutionnel relativement rigide, celui de grande administration publique, et en même temps, ce cadre ne suffit pas à aller loin dans son travail, dans sa recherche. Il faut aller chercher des financements à côté. Donc il y a toujours ce côté binaire qui, je crois, est assez propre quand même à un pays relativement centralisé comme le nôtre, avec une très forte hyperstructure politique, et qui, évidemment, complique un peu les choses, c'est clair. Il y a plus de mélange des genres à l'étranger qu'en France. Oui, c'est vrai aussi dans le domaine de la culture. Dans le domaine de la culture, tous les grands musées américains, toutes les grandes fondations sont entièrement des fondations privées qui bénéficient de systèmes fiscaux extrêmement avantageux. Il n'y a pas de musée privé à proprement parler en France, ou extrêmement peu. Bon. Donc la comparaison est difficile à établir tout de même. Mais pour un industriel, il y a quand même un retour sur investissement. D'ailleurs, vous avez prononcé le mot également tout à l'heure. Est-ce que, alors vous êtes président de cette fondation Sanofi, mais Sanofi a un patron. Parce qu'il ne dit pas au président de la fondation, bon ben moi, on va mettre de l'argent là-dedans, mais il faut qu'il y ait un certain retour quand même en termes d'image, en termes de... Oui. Ici, il fait une fondation, c'est aussi pour qu'évidemment l'image de Sanofi ne soit pas simplement celle d'un marchand de médicaments, évidemment, bien entendu. Mais la fondation a une autonomie absolue. Moi, je ne suis pas un salarié de Sanofi, je suis un homme tout à fait indépendant. Elle touche une subvention. Avec cette subvention, elle organise des programmes qui sont validés par un conseil d'administration extrêmement pluriel, où les représentants de Sanofi sont minoritaires. Et donc, c'est une fondation qui vit sa vie. Mais évidemment, le fait de mettre le nom de Sanofi sur des actions de toute nature, sont plutôt de nature à favoriser l'image, à améliorer l'image. Ça paraît tout à fait souhaitable. Marc Fontcap. Non, mais les entreprises gèrent très bien cet aspect-là. D'ailleurs, quand on parle de partenariat, en général, c'est directement avec l'entreprise et pas avec la fondation. Et la mission de la fondation est différente et effectivement engage l'entreprise sur d'autres missions, avec d'autres valeurs que celles de l'entreprise elle-même. Je voulais juste, comme je pense qu'on va arriver vers la fin. Allez-y. Je voudrais juste dire à quel point, tout de même, pour revenir à la philosophie générale de cette table ronde, à quel point la question est importante. Même pour les grands bailleurs de fonds internationaux. Lorsqu'on regarde les objectifs du millénaire pour le développement, par exemple, ils s'inscrivaient normalement dans le temps long. En fait, ils fixaient une échelle de temps relativement précise pour arriver à des buts qui, d'ailleurs, n'ont pas été atteints. Cette manière de voir les choses est peut-être un peu démodée.
Parce que on voit bien que les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'intervention internationale, à toutes les actions à caractère international, de bienfaisance, de santé, de recherche, de culture, tout ce qu'on voudra, ne peuvent pas être sectorisés. On ne peut pas dire, moi je vais m'occuper exclusivement du climat, moi je vais m'occuper des migrants, moi je vais m'occuper de la recherche de ceci ou de cela. Tout ceci aujourd'hui est extrêmement interdépendant. Lorsque une jeune femme du Sud Sahel va couper du bois pour faire chauffer un litre d'eau, à la fois elle contribue évidemment à son amélioration, mais elle contribue aussi au réchauffement de la planète. Donc on voit bien que toutes ces questions sont complètement liées et que du coup, l'apport de la pensée transversale, l'apport de la réflexion transversale sur ce que doit être l'action des hommes pour améliorer le monde devient indispensable. Et ça, ce ne sont pas les acteurs du quotidien qui peuvent le faire. Il n'y a que des savants, il n'y a que des chercheurs au Collège de France ou que sais-je. On a absolument besoin... Qui travaillent sur le temps long, parce que tout ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. C'est ce que je voulais dire, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le dire avant. Il me semble que c'est essentiel de le rappeler. L'interconnectivité, la transversalité des problèmes qui sont posés aujourd'hui à la planète exige une pensée globale, une pensée totalisante que les acteurs au quotidien ne peuvent pas avoir. Et donc il faudrait trouver un moyen, une espèce de forum mondial, que n'a même pas l'ONU, j'insiste. Je répète, les objectifs millénaires pour le développement ne répondaient même pas à cette question. Il faut très rapidement éduquer les jeunes filles, il faut très rapidement faire ceci. Très bien, c'est absolument indispensable. Mais cette pensée globale nous manque. Alors peut-être que des gens comme M. Itier vont le faire pour la France, on le souhaite, on lui souhaite tout le succès. Un forum mondial au Collège de France, pourquoi pas. Au niveau mondial, ça se complique un peu, et là, vraiment, il faudrait plutôt une sorte je sais pas, de forum des intellectuels et des chercheurs. Il faudrait imaginer ça. C'est vrai que c'est étonnant. L'utopie, c'est très donner étonnant. aux savants le pouvoir. Dans le contexte actuel de mondialisation, c'est étonnant que ça n'existe pas dans les grandes institutions. Marc Fontcave ? Oui, je veux revenir sur, ce seront les derniers mots que je dirai, sur deux choses. On a parlé d'urgence sur certains sujets. Néanmoins, on parle trop d'urgence sur la plupart des sujets. Vous évoquez les problèmes de la planète. Je suis choqué régulièrement de voir comment les uns et les autres pensent que ces problèmes de la planète peuvent être réglés en quelques années. Ceci est impossible. Ceci, on raconte des bobards aux gens. Non, c'est pas vous qui le dites, mais il y a tellement de gens qui le disent. Par exemple, la campagne présidentielle nous a abreuvé de choses de ce genre. Non, il faut vraiment que nous continuions à dire que certains sujets prendront énormément de temps. Et ce temps doit être utilisé, en effet, pour réfléchir sur le plan de la recherche, de l'innovation, mais sur le plan politique, sur le plan économique, enfin sur tous les aspects. Et ça, c'est un discours qu'il faut continuer à tenir. Sinon, on fait croire qu'il n'y a que des problèmes d'urgence à régler. Non, c'est pas vrai. Et puis faire de la pédagogie auprès du grand public aussi. Bien sûr. Parce qu'on parlait de mélange des genres tout Absolument. à l'heure. Quelles sont les limites entre mécénat et partenariat ? Dans l'esprit, dans l'opinion, c'est pas toujours très clair non plus. La deuxième chose, et je ne vais juste que répéter 2-3 mots qu'a utilisé Alain Prochance, pour ce qui est de la recherche française, oui, soyez conscients on est à la croisée des chemins. La France peut basculer dans des pays de seconde catégorie en ce qui concerne la recherche. Il faut être conscient de cela, et toute la société doit être concernée par le fait que nous restions dans les premiers pays du monde. Aujourd'hui, vous le savez très bien, avec 2,3% du PIB de recherche et de développement, la France est au 16e rang mondial. Bon, et il suffit d'un peu plus et nous aurons basculé. Donc ceci est une vraie question. C'est spécifique de la recherche, mais disons que voilà. Ces deux aspects du temps, arrêtons de dire que tout est urgent, et la question de la recherche et de l'innovation, tout ça étant lié, voilà, pour moi, c'est un des engagements que la Fondation essaye sur lequel et de traduire dans les actes. Présent, voilà. Merci infiniment à tous les deux. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Marc Fontcave. Pour ce témoignage, je vous invite à regagner la salle. Merci. Et d'ailleurs, c'est un message qui s'adresse aussi en partie à Monsieur le Haut-Commissaire, qui peut servir entre guillemets, voilà, passage de relais à qui de droit. Alors, nous allons passer à la deuxième plénière de cette matinée.